Donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette table ronde consacrée à l'enseignement de l'Afrique. Merci au Rendez-vous de l'Histoire de Blois de nous accueillir pour ce rendez-vous qui a été mis en œuvre par le Pôle Africa 2020 de la DREIC, la direction aux relations européennes internationales et à la coopération du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'Institut français, qui pilote la saison Africa 2020 dont il sera question durant la table ronde, et également l'association des professeurs d'histoire-géographie, qui est partenaire de cette table ronde, dans le cadre du lancement de cette prochaine saison Africa 2020 qui débutera en France en décembre de cette année. Cette table ronde s'inscrit dans un dispositif plus vaste de formation des enseignants que nous souhaitons mettre en œuvre à l'occasion de cette saison. Et donc, nous remercions le réseau Canopé d'être notre partenaire et de filmer cette table ronde qui nous servira ensuite de matériaux pédagogiques dans le cadre de cette réflexion sur enseigner l'Afrique. Donc, en juillet 2020, le journal Le Monde et La Vie publiaient un nouvel atlas consacré aux Afriques, au pluriel, composé d'articles et de plus de 200 cartes, de nombreux articles sur l'Afrique contemporaine et de 200 cartes. Il s'agissait de mettre à jour une histoire longue du continent, trop méconnue, en France, en Europe, en Occident, et d'offrir les dernières données économiques, culturelles et politiques, redéfinissant nos imaginaires associés à une Afrique aussi plurielle, finalement, que dynamique. On va repartir du terme pluriel pour dire que cette réflexion autour d'enseigner l'Afrique, c'est vraiment de montrer l'Afrique dans sa complexité et de montrer les enjeux aujourd'hui qui animent l'Afrique, qui sont des enjeux globalisés, des enjeux dans la mondialisation, qu'il s'agit d'un continent jeune, d'un continent avec une émancipé, avec une dynamique de sa jeunesse. Et c'est un continent qui est souvent considéré comme homogène, comme étant pratiquement un seul État. Alors juste pour redonner quelques chiffres, se rappeler que c'est 54 pays, rappeler qu'il y a plus un milliard d'habitants, qu'il y a plus de 2000 langues sur le continent, qu'il y a des ethnies, des populations différentes, et que même si aujourd'hui on va réfléchir de manière un peu globale, peut-être panafricaine, sur l'Afrique, notre objectif c'est de montrer aussi toute sa diversité et sa pluralité. Il ne s'agit pas d'être ni afro-optimiste, parce que ce n'est pas notre volonté, ni d'être afro-futuriste, mais de pouvoir faire un constat de la réflexion aujourd'hui qui émane de l'Afrique, et qui n'est pas simplement, qui n'émane plus ou pas simplement de l'Europe. Donc nous sommes l'émanation, en fait, la partie pédagogique, la partie ministère de l'Éducation nationale d'une saison plus vaste, qui est une saison Africa 2020, culturelle, scientifique, pédagogique, qui a pour ambition, depuis le discours du président de la République de Ouagadougou de 2017, de changer notre regard sur l'Afrique en partant des représentations des Africains sur leur continent, mais aussi des réalités du continent aujourd'hui. Donc la saison Africa 2020 s'inscrit dans cette volonté de proposer un nouveau regard sur l'Afrique. Et cette saison, donc plus vaste, dont nous sommes une composante, est pilotée par l'Institut français, et une commissaire générale qui s'appelle Ngone Fall, qui a une équipe autour d'elle, qui a labellisé 150 à 200 projets culturels, scientifiques, partout sur le territoire français, co-construits, fondés sur des projets co-construits avec la société civile africaine, et qui a pour vocation, durant 6 mois, entre décembre 2020 et juillet 2021, de proposer ce nouveau regard sur l'Afrique en invitant les Africains en France à parler du continent, de sa réalité aujourd'hui, de sa complexité, on l'a dit, et de la manière dont il se projette dans le futur autour de thématiques aussi diverses que la littérature, la gastronomie, les sciences, le développement durable, nous en avons parlé tout à l'heure dans le cadre d'un autre atelier, et plein d'autres dynamiques artistiques, scientifiques et culturelles.
Alors, la saison Africa 2020 est résolument tournée vers la jeunesse. Alors ça, c'est une volonté de la commissaire générale. Pourquoi? Parce que 3/4 des Africains ont moins de 25 ans. Donc il y a une réelle volonté de sa part de mettre en avant cette jeunesse et que cette jeunesse vienne présenter en France son Afrique. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et maintenant des sports donc prend de ce fait pleinement part à cet événement. Et pour nous, donc avec Monsieur Lafont, dès le début, on a eu cette réflexion de se dire mais comment on va construire des dispositifs qui permettent de changer le regard. Donc on va vous présenter peut-être à la fin, si on a un petit peu de temps, plusieurs dispositifs. On a fait plusieurs partenariats, mais on est parti de ce constat. C'est une étude qui avait été réalisée, que j'avais réalisée en 2016 auprès d'élèves de seconde. Bon, ils avaient été sondés sur 2-3 pages, il y avait des questions, des dessins, etc. Et la première question, c'était citer 10 mots qui vous viennent quand vous pensez à l'Afrique. Et le nuage de mots qui est derrière est le résultat. Donc on voit que ce sont des mots géographiques, péjoratifs, et qu'il y avait finalement très peu de choses positives ou même de grandes personnalités. Il y avait une question sur citez-nous un personnage historique, une personnalité africaine. La seule dont il était capable de donner le nom, c'était Nelson Mandela. Au-delà de ça, il n'y avait personne, peut-être des Barack Obama ou des Afro-Américains et des choses un peu fantasques comme Kirikou. Mais vraiment, et une grosse déception, on en reparlera tout à l'heure, parce que 4 ans auparavant, en 5e, ils avaient étudié, ou ils étaient censés avoir étudié des empires médiévaux africains, et on n'en retrouvait aucune trace en seconde. Donc une assez grande déception, et c'est pour ça qu'on a mis en place vraiment un grand nombre de dispositifs, dont peut-être on abordera quelques-uns en fin de table ronde. Donc il nous faut, on le voit bien par ce premier constat scolaire, interroger la place de l'enseignement de l'Afrique aujourd'hui à l'école, à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'au lycée professionnel. On part de ce constat-là et nous sommes posé la question, quand le pôle Africa 2020 a été mis en œuvre et quand nous avons voulu lancer un appel à projet autour de cette saison Africa 2020, est-ce que l'Afrique est enseignée aujourd'hui à l'école ? Si oui, à quel degré, à quel niveau, comment, par quelle entrée ? Si elle n'est pas enseignée, pour quelles raisons ? Et pourquoi elle est enseignée de cette manière-là, en quelque sorte ? Est-ce que l'Afrique est moins enseignée que d'autres continents, peut-être, d'autres géographies ? Est-elle bien enseignée en volume horaire, à travers donc quelles disciplines ? Quelles sont les thématiques qui sont abordées ? Lorsque nous avons évoqué la richesse du continent au niveau des langues, par exemple, y a-t-il dans les programmes scolaires une présence linguistique de cette diversité de l'Afrique ? Est-ce qu'à l'école primaire, il n'y a pas une approche qui est peut-être trop ethnographique ? Nous disons Quai Branly, 19e siècle, en quelque sorte, avec autour des enseignements des entrées qui sont sans doute souvent liées au masque, à la musique, ou au conte. La sémantique est très importante, évidemment. Est-ce que ce n'est pas une vision toujours européano-centrée ? Donc la présente table ronde interroge et voudrait interroger avec des spécialistes cette place de l'Afrique dans l'enseignement scolaire aujourd'hui, peut-être pour essayer de tracer ensemble des premières pistes, puisque nous parlions de la formation des enseignants. Donc au casting, en quelque sorte, nous aurons Jérôme Chastan, donc, qui est chargé d'études au bureau des programmes à la DGESCO, donc au ministère. Ruth Rieux, professeure de mathématiques, physique, chimie, c'est bien cela, donc, qui évoquera peut-être des mises en œuvre pratiques à l'école de cette dimension. Isabelle Surin, donc, qui est professeure des universités en histoire contemporaine, merci d'être là. Très investi aussi dans les rendez-vous de l'histoire de Blois, et Martial Zebelinga, qui est expert du comité scientifique de l'UNESCO, et notamment autour de l'histoire générale de l'Afrique dont il sera question. Donc on va peut-être commencer justement à interroger ce panel. Merci encore de votre présence aujourd'hui. On va commencer avec vous, Monsieur Chaston. Vous êtes chargé d'études en histoire, géographie, éducation morale et civique, enseignement moral et civique, pardon, au bureau des contenus pédagogiques et des langues. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, cette Afrique, l'Afrique, les Afriques, est-elle enseignée ? Alors, oui, l'Afrique est enseignée. Après, il faut voir dans quelle modalité.
Si on prend véritablement les thématiques propres à l'Afrique, c'est-à-dire où l'Afrique est mentionnée explicitement, il est évident que les mentions vont se concentrer surtout sur les enseignements d'histoire et géographie. Hein, on a des possibilités de faire fonctionner des thématiques africaines en lettres, en langue, mais il n'y a rien d'explicitement mentionné puisqu'on a surtout des objets d'étude et qu'après, on n'a pas d'auteurs particulièrement marqués, mentionnés dans les programmes du secondaire. Pour ce qui est de l'histoire-géographie, ce qui concerne donc vraiment les mentions, on a, si on commence par l'histoire, on a un enseignement de l'Afrique qui a évidemment des éléments relativement classiques. Il y a eu une tentative de renouvellement avec cette question en classe de 5e sur les empires africains qui n'a pas été conservée finalement. Mais on peut quand même rencontrer l'histoire de l'Afrique à toutes les époques, sachant que les programmes scolaires d'histoire-géographie sont faits généralement en articulant les grands événements, les grandes périodes, les grandes évolutions à l'échelle de l'histoire mondiale et à celle de l'histoire de France. Ce qui fait que l'Afrique, généralement, intervient souvent au moment où elle est liée, justement, où elle est partie prenante d'une évolution mondiale, où il se passe en Afrique quelque chose qui a une répercussion mondiale, ou sinon dans son lien avec l'histoire de France. Et là, on a évidemment des éléments très classiques sur lesquels on viendra vite, sur la colonisation, sur l'esclavage, par exemple. Après, si on prend par époque, on arrive quand même à avoir des éléments dans les programmes de 6e. Alors, dans les programmes de 6e, c'est-à-dire et de seconde sur l'Antiquité, deux axes qui peuvent être intéressants. Alors, il y a beaucoup moins... l'Égypte est beaucoup moins développée qu'il y a quelques années. On travaille beaucoup moins sur l'Égypte que sur l'Orient ancien en général. Mais la réintroduction de la préhistoire, de la période préhistorique dans les programmes de 6e, permet notamment d'insister sur la question des grandes migrations depuis l'Afrique, et donc de présenter véritablement l'Afrique comme le berceau des sociétés humaines et comme le berceau de l'humanité, hein, ce qui est véritablement mis en avant pour montrer ce berceau africain et le départ depuis l'Afrique. Hein. On retrouve aussi l'Afrique dans les cours sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais là, avec évidemment une dimension méditerranéenne. C'est-à-dire que c'est la partie de l'Afrique qui est méditerranéenne, qui est mise en avant, que ce soit dans le cadre de l'Empire romain, avec la possibilité de travailler sur ces questions à travers les cités qui existent en Afrique du Nord, ou en histoire médiévale, où la question sur les empires en 5e ou la nouvelle question en seconde porte sur la Méditerranée médiévale, donc évidemment en bonne partie sur les mondes musulmans d'Afrique du Nord, mais on reste véritablement sur ce centrage méditerranéen. Et donc la question qui était proprement africaine des empires africains a elle été finalement retirée. On vient ensuite sur les périodes plus récentes aux deux axes vraiment très classiques de l'histoire de la place de l'Afrique dans les programmes, à savoir la question des traites négrières et de l'esclavage, qui sont dans les programmes de 4e dans une approche plutôt économique, c'est-à-dire de montrer comment ces traites sont, et l'Afrique se trouve au cœur d'un système économique, dans lesquels, évidemment, on met en avant ce qui se passe en Afrique, puis ensuite ce qui est... on bascule sur l'économie de plantation, mais la place de l'Afrique comme base économique de ce système est mise en avant. On retrouve cela en seconde, générale et technologique notamment, avec une mise en perspective un peu plus large, puisque si on est plutôt sur la France et les traites négrières en 4e, il y a des éléments dans les nouveaux programmes de seconde sur le début de ce système avec l'économie sucrière au Portugal, entre le Portugal et le Brésil, avec le développement de l'esclavage dans ce cadre-là, et aussi l'esclavage dans les colonies britanniques. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième axe très classique, c'est la question colonisation-décolonisation. Et là, sur la colonisation, l'évolution majeure qui a été qu'on peut mettre en avant, c'est l'idée qu'on est passé moins d'une colonisation, c'est-à-dire la carte avec la France en rose, etc., à une étude plus centrée sur les sociétés. Et sur les sociétés coloniales et sur le fait colonial dans le fonctionnement des sociétés, avec évidemment ce qui existe en termes de domination, mais aussi en termes d'échange. Et donc pour finir sur le XXe siècle, l'Afrique finalement est présente alors à travers évidemment les phénomènes de décolonisation. Un point, mais souvent rapide, sur la question du tiers-monde. Et finalement, les questions sur l'Afrique post-coloniale sont peu présentes, avec évidemment les grands conflits comme le génocide des Tutsis au Rwanda,
mais quelques nouveautés comme par exemple en spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, un point sur la question du patrimoine au Mali, qui permet de réfléchir à la question patrimoniale, ce qui permet de montrer que le patrimoine, c'est pas simplement une question d'histoire européenne, par exemple. D'accord, merci pour ce panorama en histoire-géographie. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai évoqué une étude que j'avais réalisée et qui montrait la place et la connaissance de Nelson Mandela par les élèves. Mais en fait, cette place, quand on affinait un peu l'étude, on se rendait compte qu'elle était faite grâce aux langues vivantes. Et en fait, c'était en anglais que les élèves avaient étudié Nelson Mandela. Donc, est-ce que vous avez un petit peu des informations sur la place de l'Afrique dans les programmes de langues vivantes, arabe, espagnol, anglais? Les langues vivantes, après, bon, encore une fois, il n'y a pas d'objet spécifique sur l'Afrique, mais quand on travaille sur la sphère des langues vivantes et sur les questions de civilisation liées aux langues vivantes, il y a un encouragement à travailler sur les aires culturelles de ces langues vivantes. Donc pour l'anglais, ça peut être évidemment sur l'Afrique anglophone, sur l'Afrique du Sud, sur le Nigeria notamment, sur des langues même comme le portugais aussi, sur l'Afrique lusophone. Donc il y a cette possibilité qui est de plus en plus exploitée par les enseignants. D'accord, merci. Et peut-être un peu plus sociétal, mais il semble que l'Afrique, considérée comme un continent et étudiée comme tel, se retrouve plus dans les filières professionnelles que dans les filières générales et technologiques. Est-ce qu'il y a une explication à cela, pardon? Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui concerne la géographie, qui est l'autre pan. En géographie, la question, c'est que les évolutions récentes des programmes, notamment en lycée, ont montré que vous avez des thématiques globales qui sont traitées. Et là, les collègues sont tout à fait libres de choisir les études, les supports d'études, les espaces qu'ils vont utiliser dessus. Hein. Et quand on regarde les exemples pris sur l'Afrique, c'est souvent sur les ressources, les questions de risque naturel également, moins par exemple sur les questions des métropoles africaines. Après, en lycée professionnel, vous avez, ce qui n'existe pas en lycée général, une question en première sur l'Afrique comme thème entier, sur le continent africain, dans sa diversité et dans sa globalité. Donc c'est vrai que là, sur ces thématiques-là, en lycée professionnel, cette possibilité, il existe cependant en lycée général et technologique en seconde, un thème conclusif, c'est-à-dire qui reprend tous les axes de l'année sur l'Afrique australe. Donc plutôt là, sur une approche plus régionale de l'Afrique, pas globale. Et peut-être pour terminer, vous qui êtes au bureau des programmes au ministère, est-ce que vous avez vent de propositions ou de nouvelles introductions de l'Afrique dans les programmes, dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a des choses en ce moment? Après, bon, on termine à peine la mise en place des programmes de lycée qui ont déjà été... bon. Je ne suis pas certain qu'expliquer aux enseignants qu'on va rechanger des choses soit un message qui les comble de bonheur quand même. Donc oui, après, ce qui va être intéressant peut-être, c'est dans les projets qui vont être mis en place, de se saisir des possibilités que donnent les programmes pour mettre en œuvre, notamment, par exemple, sur des thématiques nouvelles, en tout cas des thématiques pas trop exploitées en géographie, comme justement le monde urbain, la métropolisation, de se saisir d'exemples africains pour véritablement varier un peu les choses et donner un regard différent sur l'Afrique. Merci beaucoup pour ce panorama. Donc merci, on le voit, la place de l'Afrique dans l'enseignement aujourd'hui du primaire jusqu'au lycée professionnel reste quand même limitée, mais comme l'a rappelé Jérôme, il est possible de se saisir, que ce soit en histoire ou en géographie et dans d'autres disciplines, de se saisir des programmes, de leur intitulé, pour traiter de l'Afrique, mais aussi, pourquoi pas, de prendre en main des projets scolaires, des projets portés par une classe, par un établissement, pluridisciplinaires, qui marient histoire et géographie pour sortir justement d'une lecture historienne ou géographe uniquement de l'Afrique, et de proposer d'autres entrées intéressantes, en tout cas en termes de nouveaux regards sur le continent. Mais quoi qu'il en soit, les professeurs disposent, et ils ne savent peut-être pas encore, d'une mine importante, extraordinaire, d'une grande richesse qui s'appelle l'Histoire générale de l'Afrique, qui est mise à disposition par l'UNESCO. Et pour en parler avec nous, et plus généralement d'avoir une réflexion ouverte sur l'enseignement de l'Afrique, nous allons laisser la parole à Martial Zebeniga, qui est donc économiste et sociologue, qui travaille sur l'épistémologie de l'histoire dans le cadre de l'écriture, justement, d'un 9e volume
de l'histoire générale de l'Afrique et plus généralement sur l'économie culturelle. Alors cette histoire générale de l'Afrique que nous allons valoriser dans le cadre d'une convention signée entre le ministère et le réseau Canopé pour mettre en œuvre cette histoire générale de l'Afrique dans le cadre de fiches didactiques, donc qui vont pouvoir être utilisées dans les établissements scolaires. On aimerait en savoir un peu plus. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les origines de cette histoire générale de l'Afrique dont nous disposons aujourd'hui? Oui, merci, bien volontiers. Alors, je suis un contributeur de l'histoire générale de l'Afrique, donc je travaille sur les contenus et pas nécessairement sur l'administration du projet, etc. Cela dit, évidemment, je peux répondre à votre demande. Je crois que ce qu'il faut comprendre, le projet de l'histoire générale de l'Afrique est un projet au long cours qui est né formellement en 1964. À l'époque, c'était Amadou Matarmbo, sénégalais, qui est à l'UNESCO, qui a lancé officiellement le projet. Le contexte historique est peut-être à restituer un petit peu, puisqu'on est dans le contexte en fait de la pression des luttes d'indépendance, des luttes d'émancipation, aussi bien en Afrique que dans ce qu'on appelle aujourd'hui les diasporas africaines. C'est important de savoir que l'histoire africaine a toujours été mobilisée en Afrique et en dehors de l'Afrique, avec une attente permanente de révision des contenus historiques. Et c'est cette pression qui pousse donc l'UNESCO dans les années 60 à lancer un projet de révision, de relecture et de transformation justement des regards sur l'histoire des Africains, des Afro-descendants et des Noirs dans le monde. Alors ce besoin provient d'un fait qui est observé, constaté depuis le 19e siècle pratiquement, par les savants, intellectuels, chercheurs africains, afro-descendants. L'idée est très simple, c'est qu'on ne peut pas rendre intelligible l'Afrique avec les savoirs qui sont distillés sur l'Afrique au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et encore maintenant. Je veux dire, même ce qui se fait aujourd'hui de très nouveau, vous verrez qu'il y a des termes et des thèmes qui manquent fondamentalement. On a du mal à parler, par exemple, de science et Afrique, que ce soit en histoire ou pour la période contemporaine. Pourtant, il y aurait tellement à dire. L'Afrique, c'est quand même le premier lieu historique où les peuples du monde ont commencé à compter, ont commencé à produire de l'activité intellectuelle, de l'activité créative. Et pourtant, on ne trouve pas de thème sur ces questions, même dans les atlas nouveaux. Donc, l'histoire générale de l'Afrique se saisit de cette demande, qui est une demande ancienne, de la plupart des élites africaines et afro-descendantes. Et elle va produire une somme de 8 volumes qui va se fabriquer, alors avec, on va dire, à peu près 300 chercheurs, hein, principalement africains et afro-descendants, mais pas exclusivement, en faisant un énorme travail d'abord sur la méthodologie, puisque le postulat, enfin, ce qui revient en permanence dans les écrits de Cheikh Anta Diop, dans les écrits de gens comme Kizerbo, c'est de dire qu'il y a un mur de préjugés qui s'oppose à ce qu'on comprenne l'Afrique telle qu'elle est. Et que par ailleurs, l'Afrique n'est comprise que de l'extérieur. Il n'y a pas de vision de l'intérieur permettant de rendre raison des logiques d'action des Africains. Et donc, pour répondre à ça, l'équipe qui va travailler va vraiment prendre un certain temps pour travailler sur les sources de l'histoire, les sources orales, l'archéologie, la linguistique, comment faire de l'interdisciplinarité, etc., etc. Et ça va prendre une bonne décennie déjà avant de produire vraiment cette histoire générale de l'Afrique. Donc, le contexte, c'est à la fois la pression des indépendances, donc les indépendances qu'il y a eu dans les années 50-60, la pression intellectuelle ancienne, mais qui continue encore aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est un besoin en fait anthropologique, puisqu'il y a jusqu'en 2015, en Afrique du Sud, il y a eu tout un mouvement qui s'appelle Decolonizing University, donc décoloniser les curricula, décoloniser l'histoire. Et c'est quelque chose qui revient à peu près toutes les 2-3 décennies, ce qui veut bien dire qu'il y a un inconfort et une demande extrêmement profonde de révision de l'histoire. Et c'est ça que l'histoire générale de l'Afrique ce mouvement que l'histoire générale de l'Afrique a tenté de capturer, et avec des chercheurs qui étaient vraiment des gens très investis, presque missionnés pour ce projet. Alors, cette logique, on va dire, idéologique, si vous voulez, va rencontrer aussi une phase particulière de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans les années
les années 60, 50, 60, il y a des grandes mutations dans l'écriture de l'histoire elle-même. Il y a une tendance à une histoire qui s'écrirait de façon plus scientifique, où on ferait beaucoup plus attention aux méthodes, où on ferait un peu moins d'histoire dynastique, etc., etc. Et puis les premiers chercheurs africains de l'époque contemporaine vont être formés et vont commencer à produire également. Donc, j'ai envie de dire, la forte demande sociale de cette époque-là, avec des courants littéraires comme la négritude, la force du panafricanisme, les idées de renaissance africaine, qui demandent de l'histoire, eh bien, rencontrent les transformations qu'il y a dans le champ de l'écriture de l'histoire. Il y a des nouvelles revues qui apparaissent sur l'histoire africaine, des nouveaux chercheurs, des nouvelles générations. Et c'est tout ça qui va produire en réalité la longue série, donc des 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique, à partir de cette idée force, c'est que l'histoire de l'Afrique n'était pas compréhensible avant, parce qu'elle avait été sortie de l'histoire, puisqu'il y avait une forme d'interdit de rendre intelligent ce qui se passait en Afrique, à partir du moment où ce sont des autorités les plus incontestables de leur temps, que ce soit Hegel, que ce soit Kant, que ce soit Hugo, par exemple, pour qui c'était devenu pratiquement un style littéraire que de commencer ses exposés en disant que s'il y avait bien un endroit où l'histoire n'existait pas, c'était l'Afrique. Et donc, à partir de là, expliquer ce qui se passait en Afrique devenait quasiment impossible. Et c'est contre ça donc, que se bat cette première génération, et elle parvient avec un certain nombre de succès. Donc on voit l'importance ici de la prise en main par les Africains de leur propre histoire et la capacité, par le biais là, de l'UNESCO et de cette entreprise, de la faire sortir littéralement en dehors pour la partager au monde. Donc on en est aujourd'hui à l'écriture du 9e volume. L'idée est bien justement, dans le cadre d'Africa 2020, de promouvoir cette histoire africaine en direction de l'extérieur et notamment en direction de l'école en France. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la dialectique, en quelque sorte, entre cette histoire générale de l'Afrique, c'est-à-dire le panafricanisme, et puis, à l'intérieur, les États, on a parlé de 54 États, comment est-ce que se compose cette articulation, en quelque sorte, entre une histoire africaine, on a la même question, en fait, avec l'histoire, par exemple, nationale et l'histoire européenne. Comment a été pris en charge cette dialectique ? Alors, cette dialectique, elle est marquée par des relations très ambiguës. C'est-à-dire que dans les années 60, il y a un discours très panafricaniste. L'Union africaine, qui était à l'époque l'organisation de l'unité africaine, est née en 1963. Et un des promoteurs de l'Union africaine, qui est Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, était lui-même un auteur, philosophe, qui a écrit et qui avait une vision extrêmement panafricaniste du continent. Donc il y a un ensemble de travaux qui vont aller dans le sens d'une écriture globale et générale, comme aurait dit Foucault, de l'histoire africaine, c'est-à-dire quelque chose qui donne un trait général, mais avec beaucoup de complexité. Et d'un autre côté, on a aussi la formation des États-nations, ou États nationaux, et la volonté, évidemment, pour chacun de décrire l'histoire de son pays, l'histoire de son État. Évidemment, il y a des contradictions, parce que vous avez des anciens royaumes, des anciens espaces culturels qui ne recoupent pas exactement les espaces nationaux d'aujourd'hui. Et du coup, vous allez voir certains États qui vont reprendre pour eux une civilisation qui était, par exemple, répartie sur 3 pays. Si vous parlez du Mandingue ou du Kanem-Bornou, etc., ça ne renvoie pas à un État aujourd'hui. Si vous parlez de la culture Fan, par exemple, en Afrique centrale ou le royaume Congo, ce sont des royaumes qui ne renvoient pas à un État exclusivement. Mais chaque pays, à un moment donné, va avoir aussi la tentation de faire un récit national, voire nationaliste, et peut-être même un peu triomphaliste pour certaines élites, pour leurs besoins de pouvoir ou d'esthétique du pouvoir. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que la lame de fond de l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique repose sur ce qu'on appelle aujourd'hui le concept d'Afrique globale. Il a été mis en avant progressivement dans les années 60, mais il était déjà présent parce que au 19e siècle, des gens comme Blyden, etc., ils voyaient quand même, ils lisaient l'histoire des Africains d'une façon générale, au-delà des différents pays et des différentes nations.
Et aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas possible de continentaliser ou de nationaliser complètement l'histoire africaine. Bien sûr, il y a des particularités nationales, il y a un vécu national au moins depuis 50-60 ans. Mais si vous prenez une idée comme le panafricanisme, vous voyez, les premiers congrès panafricains, ils ont eu lieu à Londres. C'était des afrodescendants avec quelques Africains avant de revenir en Afrique après les années 1945, au Ghana d'abord. Donc le concept même sur lequel les Africains s'entendent le plus, c'est un concept qu'ils ont en partage avec les afrodescendants. Une partie d'un pays comme le Bénin, une partie du Bénin doit beaucoup au retour des Africains esclavisés qui étaient au Brésil, qui sont revenus au Bénin et qui ont ramené des savoirs, de la technologie, une urbanisation qu'on retrouve encore physiquement au Bénin aujourd'hui. Et par ailleurs, nous avons un certain nombre d'objets de la culture matérielle qu'on retrouve dans beaucoup de pays africains et qu'on retrouve aussi dans les Caraïbes, entre autres la Walais, mais qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve au Brésil. Donc tous ces éléments-là, disons, mettent une limite assez naturelle à la volonté de trop nationaliser l'écriture de l'histoire, tout en reconnaissant objectivement qu'il y a l'effet des nations et des États qui ont été créés dans les années 60. C'est une dialectique qui, quand même, à mon sens, penche plutôt pour ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui les histoires plutôt globales, avec différentes trajectoires, avec différentes échelles, avec des réalités qui parfois sont locales, sont régionales. Si vous allez dans l'ère Akan, par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous allez avoir la Côte d'Ivoire, vous allez avoir le Ghana aussi, d'accord ? Vous ne pourrez pas juste dire, voilà, je prends un pays, j'en laisse un autre. Mais ce ne sera pas nécessairement toute la Côte d'Ivoire, et même si c'est tout le Ghana, voyez-vous. Donc voilà, il y a de la complexité. Très bien. Donc la complexité qui doit être au cœur de notre métier, évidemment, d'enseignant. Une dernière question peut-être, Martial. Dans l'excellent TDC qui a été donc réalisé à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, Gouverner, pouvoir et société, la philosophe Cynthia Fleury explique que l'école est importante parce que, je cite, on y construit ou à l'inverse, on y déconstruit les stéréotypes culturels de genre, de diversité ou de classe. Donc on est effectivement très heureux de voir la place de l'école et qu'elle joue encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendriez, vous, de cette médiatisation de l'histoire générale de l'Afrique dans les écoles, dans l'enseignement justement de l'Afrique en France, après l'état des lieux que nous avons tracés, et peut-être nous dire un mot de son utilisation aussi en Afrique actuellement. Ah oui, je vais commencer par la dernière question. Voilà. Vous avez été un peu optimiste quand vous avez dit qu'on avait un très bon résultat de l'histoire générale de l'Afrique. C'est un très bon résultat du point de vue du contenu. C'est un résultat beaucoup moins efficient du point de vue de la dissémination, de la diffusion des idées contenues dans ces 8 volumes. C'est un document qui a beaucoup circulé, c'est une somme qui a beaucoup circulé parmi les chercheurs et beaucoup moins parmi déjà les enseignants qui font plus de recherche, encore moins vis-à-vis du grand public. Et il y a quand même plusieurs explications. Je pense que là, le paradigme de la colonialité est important à mettre en avant. C'est-à-dire que une historiographie, l'écriture de l'histoire, elle n'est pas esselée, elle n'est pas isolée dans le monde. Elle est quasiment en concurrence ou en complémentarité avec l'industrie culturelle, avec les termes journalistiques pour décrire un peuple, décrire un pays. Et vous verrez que d'un point de vue sémantique, pour arriver à dire l'histoire, il faut quasiment, l'histoire africaine tout au moins, il faut quasiment être en insurrection sémantique parce que vous avez tout le temps des tribus, tout le temps des sauvages, on n'est jamais loin de la cueillette, etc., etc. Et vous n'aurez jamais, ou très peu, de conflits politiques qui seront objectivés en tant que conflits politiques. Vous aurez d'abord cette espèce de trope permanent du tribal qui va revenir, etc. Et donc, c'est un imaginaire général. C'est-à-dire la colonialité, c'est un imaginaire qui fait en sorte que des notions précèdent les faits, l'ensemble des faits. Et il devient extrêmement difficile, même quand vous avez un ouvrage ou une monographie de très bonne qualité,
eh bien, elle est dans un environnement intellectuel global qui ne fait pas place à l'Africain sujet, qui ne fait pas place à l'Africain producteur de connaissances, qui ne fait pas place à un Africain différent de ce que, pour aller vite, ce que Hegel en pensait. Donc ça, c'est une des premières limitations j'ai envie de dire, de la diffusion de l'histoire générale de l'Afrique. L'autre, évidemment, ça a été, vraisemblablement, politiquement, on aurait pu faire mieux déjà sur le continent africain pour faire connaître cette histoire-là. C'est très, très probable. Ça n'a pas été suffisamment fait. Aussi parce que l'ensemble de l'organisation des savoirs reste quand même lié à l'organisation des savoirs européens et occidentaux. C'est-à-dire que les programmes ont été des programmes qui provenaient globalement de la colonisation, qui ont été très lentement ou très insuffisamment décolonisés. Et les relations qui existent entre les universités, entre les centres de recherche, ne permettent pas toujours d'émanciper cette écriture des jours anciens. C'est un facteur important. Troisième facteur qui, à mon sens, est trop souvent minimisé, c'est le facteur épistémologique à proprement parler, c'est-à-dire les catégories de pensée et les perspectives de pensée. Vous savez, quand vous parlez mettons, des humanités, vous direz... l'anthropologie, par exemple, qui est une discipline en tant que telle, qui va s'intéresser aux sociétés anciennes ou primitives. Et en règle générale, ce sont les pays et les sociétés non européennes qui seront concernés en premier. Maintenant, on fait différemment l'anthropologie, mais la plus grande partie de l'anthropologie, c'est ça, avec ce présupposé que voilà, il y a des sociétés qui sont anciennes, un peu retardées, etc. Et d'un autre côté, quand vous parlez des sociétés européennes, vous ne parlez pas de anthropos, vous parlez de humanitas. Plus souvent. Voyez ? Donc, au sein même de la production des connaissances, les catégories de pensée sont elles-mêmes problématiques. Et elles tendent à reproduire des visions anciennes. Et du coup, on peut avoir des ouvrages intéressants, mais il faut aussi penser à remettre en question le cadre épistémologique dans lequel on fonctionne, sinon on reproduit de la colonialité. Alors, qu'est-ce qu'on attend, au fond, d'une histoire générale de l'Afrique qui serait réécrite différemment? La première chose, c'est que c'est une question de justice cognitive. D'abord, pour les Africains, qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble de ce qu'ils ont produit comme être humain, comme culture et comme civilisation. C'est quand même le peuple le plus ancien du monde. Et qui par la force des choses, il n'y a pas un mérite particulier à l'être, mais c'est un fait. Et c'est un espace qui a produit les premiers États institutionnalisés. Pourtant, quand on parle d'États dans le monde, on vous dit, vous trouvez des savants qui vous disent non, l'Afrique n'a pas produit d'État. Vous trouvez des ouvrages extrêmement savants qui ne parlent pas de l'Afrique par rapport à l'écriture, alors qu'il y a une somme d'écriture incroyable sur l'Afrique. Et vous remarquerez que dans les atlas qui ont été produits tout récemment, paradoxalement, vous ne trouvez pas d'illustration d'une écriture africaine, peut-être à part les hiéroglyphes, mais il y en a d'autres. Le Guez, le Mvaï, le Sidibi, il y en a au moins une dizaine d'écritures endogènes. Je ne parle même pas des écritures arabes qui ont été réappropriées par les Africains. Donc vous voyez comment les catégories de pensée nous piègent, c'est-à-dire qu'il y a en permanence ces silences-là qui sont construits et qui sont des paradigmes, qui sont même devenus une forme d'identité intellectuelle, aussi bien du monde européen, mais que du monde africain. C'est-à-dire qu'on finit par se définir par le fait que, oui, mais vous savez, nous, on est de l'oralité, on n'est pas de l'écrit. Ce qui est totalement absurde. Et puis, on définit l'oralité ensuite comme étant l'approximation, ce qui est encore plus absurde. Vous voyez ? Donc, ces questions-là renvoient à une forme de justice cognitive, rendre à l'humanité ce qu'elle a réellement fait, dans tout le monde entier. C'est aussi une question, à mon sens, de libération des futurs. C'est-à-dire que si nous arrivons à ce qu'on peut appeler une forme de pluriversalisme, à reconnaître les savoirs générés dans le monde entier, on aura une somme humaine beaucoup plus riche. On pourra parler différemment des relations entre les êtres humains. On pourra parler différemment des relations économiques parce qu'on aura une mémoire et surtout une histoire beaucoup plus riche. Donc les enjeux de la décolonisation de l'histoire africaine mais du monde, c'est aussi un enrichissement plus général de la connaissance du monde et des façons de vivre des êtres humains. Et c'est en cela, à mon sens, que cette histoire générale de l'Afrique prendrait tout son intérêt et toute son importance pour l'humanité. Merci, M. Zebelinga, d'avoir replacé l'histoire générale de l'Afrique sur le temps long. Je vous avouerai que voir qu'en 1964, il se heurtait au mur de préjugés,
c'est un petit goût amer parce que j'ai l'impression qu'en 2020, voilà, quand on parle de la saison Africa 2020 et du volet pédagogique qu'on est en train de mettre en place, c'est souvent résumé vous travaillez sur l'histoire de l'esclavage, c'est une année sur l'histoire de l'esclavage, alors qu'on essaie d'aller bien au-delà. On n'a pas eu le temps d'aborder aussi tout le travail qu'est en train de faire l'UNESCO et l'histoire générale de l'Afrique pour transposer didactiquement cette histoire générale de l'Afrique et de pouvoir le proposer à des programmes scolaires, en sachant que les universitaires kenyans et puis jusqu'au ministère du Kenya ont réussi à imposer dans les manuels scolaires kenyans une base qui part de l'histoire générale de l'Afrique, en tout cas de la transposition didactique de cette histoire générale de l'Afrique. On a avec nous une autre universitaire, cette fois-ci française, Madame Surin. Donc vous êtes professeure des universités en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire de l'Afrique. Et tout de suite, vous avez évoqué dans un récent entretien pour la revue Historien et géographe, à l'occasion de la sortie de l'Atlas géographique, l'histoire historique de l'Afrique, donc avec Monsieur Fauvel. Je regrette la courte période où avait été rétabli en classe de 5e un chapitre sur les grands empires africains au Moyen-Âge. Donc, nous avons récupéré la fiche d'accompagnement des programmes de l'époque qui venait avec ces programmes sur Regard d'Afrique. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Zebelinga, il y avait des mouvements historiographiques dans les années 60, il y en a encore aujourd'hui. Et vous, à titre personnel, que pensez-vous des mouvements de transposition didactique, des curricula et de l'imposition de l'Afrique dans les programmes? De votre point de vue un petit peu sur cette entrée et cette sortie du regard de l'Afrique, regard sur l'Afrique. D'accord. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. J'ai effectivement regretté cette apparition très furtive de l'histoire des grands empires africains dans cette période centrale qu'on l'appelle Moyen-Âge, terminologie qui pose problème parce qu'elle est une manière de transposer la périodisation conçue pour l'histoire européenne à l'Afrique, qu'on appelle aussi quelquefois tout simplement Afrique ancienne, qui a longtemps été appelée tout simplement précoloniale. Cette Afrique-là, elle pouvait être de manière très emblématique représentée à travers quelques grands empires qui montraient qu'il y avait eu effectivement des formes étatiques et impériales dans l'Afrique précoloniale au XIIe, XIVe siècle, pour reprendre l'exemple du Mali. Alors, quand ce programme a été mis en œuvre, il a suscité un certain nombre de remous et de débats. Peut-être une première objection, j'ai recensé surtout 3 types de critiques. De la part des enseignants, il y avait quand même la sensation d'être un peu bousculé, de devoir enseigner quelque chose qu'on n'avait pas appris. Que les enseignants n'avaient souvent pas été exposés dans le cursus de leur propre formation à cette histoire-là, s'ils n'avaient pas choisi une option rare qui n'existait peut-être que dans 2 universités en France d'histoire de l'Afrique. Donc il y avait peut-être un manque dans la formation initiale qui rendait problématique comme ça le parachutage de ces chapitres. Alors, ceci dit, le mérite qu'a eu quand même cette période où il y a eu ce chapitre au programme, ça a été un effort fait par les universitaires spécialistes de l'Afrique pour transposer dans le cadre de supports disponibles. J'ai apporté ici le documentation photographique de Pierre Boilet et Jean-Pierre Chrétien. Il est paru à ce moment-là. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des initiatives qui ont permis quand même de transposer des savoirs savants issus de la recherche à des savoirs qu'on pouvait transmettre pédagogiquement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la lacune est en partie comblée et que cette objection ne tient plus. L'autre objection, est sortie vraiment plutôt dans la sphère médiatique. Elle a émané d'un certain nombre d'individus qui ont déploré bruyamment que l'on fasse disparaître, à leur avis, Louis XIV et Napoléon au profit de Sonrai et Monomotapa, en jouant vraiment sur l'exoticité des termes pour dire vraiment pourquoi enseigner cette histoire-là qui n'a rien de national. Est-ce que c'est des concessions faites à
voilà, au fait que la population scolaire devient plus mixte. Enfin, et ce débat-là, celui-là, il n'est pas fini. Hein. On entend encore et on entendra toujours finalement ce discours à coloration identitaire insister sur le fait que l'histoire doit d'abord être une histoire nationale. Et finalement, dans les programmes actuels, je déplore un peu que ce soit à nouveau à cette perspective-là qu'on en soit revenu d'une certaine manière. Hein, le fait que l'on aborde l'histoire de l'Afrique uniquement lorsqu'elle est en lien avec la France ou avec l'Europe, avec des courants d'histoire globale, certes, mais que dans un sens, que lorsqu'il y a des Européens dans l'histoire. Or, l'Afrique a aussi une histoire d'insertion dans des courants à l'échelle globale, par d'autres bouts, hein, par l'océan Indien, par des liens avec l'Asie, la Chine, et évidemment avec tout le Moyen-Orient. Donc il y a là des lacunes qui procèdent d'un biais à la fois celui d'une histoire nationale hein, qui se réimpose, et puis un biais européo-centré, on va dire. Alors, la troisième objection que moi j'aurais fait à ces programmes, enfin, voilà, c'est qu'ils avaient une dimension un tout petit peu culturaliste, notamment en employant le terme civilisation. Étudier une civilisation, mais non, c'est un empire, c'est un État, c'est des sociétés. À nouveau, utiliser le mot civilisation, c'était réduire cela à une dimension anthropologique, comme la définissait tout à l'heure Martial Zebelinga. Donc il y avait ce biais-là quand même dans ces programmes tels qu'ils étaient enseignés. Donc finalement, on retrouve l'Afrique à travers le triptyque esclavage, colonisation, décolonisation. Et on peut se demander un petit peu, parce qu'on a retrouvé une carte que vous décrivez souvent de Bourguignon d'Anville en 1749, où il présente surtout les contours de l'Afrique, mais pas l'intérieur. Et on pourrait se poser la question, est-ce que si il y a, donc vous parliez de blancs de la carte, est-ce qu'il n'y a pas des blancs de l'histoire ou des blancs des programmes d'histoire concernant l'Afrique ? Oui, certes, il y en a. Alors, bon, cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle est pas... alors, elle peut impressionner parce qu'elle vide complètement l'Afrique. On dirait qu'il n'y a rien. Hein. Mais en fait, elle s'inscrit dans une histoire de la cartographie. Avant cette carte-là, les cartographes européens représentaient une Afrique assez remplie, avec des animaux sauvages, éventuellement des chefs d'État, hein, le Mansa Moussa qui, avec sa pépite d'or dans un portulan de 1375, bon, on est un exemple connu, mais il y avait toute un bestiaire et aussi des montagnes plus ou moins imaginaires, des cours d'eau, etc. Là, il s'agit d'une démarche qui correspond à une révolution de la cartographie au début du XVIIIe siècle, qui consiste à ne plus représenter que ce que des Européens ont vu ou qu'ils savent de manière certaine. Donc, je dirais aussi que cette carte, elle a eu un impact considérable, un impact heuristique, parce qu'elle pointait les lacunes du savoir des Européens sur ce continent pourtant si proche, et qu'elle a conduit à une prise de conscience de ces Européens. Ah oui, on ne connaît pas ce continent, allons-y voir. Et elle a incité à tout un mouvement d'exploration. Et d'exploration qui, en fait, contrairement au mythe qu'on a en tête de l'explorateur, n'est pas uniquement dans sa première phase une collecte de savoir par des individus héros allant seuls à traverser l'Afrique et se confronter à sa sauvagerie. Non, c'est une histoire de rencontres, de relations, et aussi de co-construction des savoirs, parce que les premiers informateurs des explorateurs, ce sont les Africains eux-mêmes. Les premiers explorateurs de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Et dans les récits d'exploration, il y avait énormément de rapports sur tel ou tel commerçant africain qui nous raconte, qui nous donne son itinéraire pour aller de tel point à tel point. Bon, donc c'est une transcription, traduction peut-être des savoirs africains hein, qui sont présents. Si on peut lire
sous le texte des récits d'exploration. Mais de la même façon, on pourrait dire que les blancs de la carte du savoir sur l'histoire de l'Afrique, qu'on voit justement dans l'histoire, dans l'Atlas historique de l'Afrique, un des problèmes, c'est qu'on est amené à représenter sur des cartes, donc sur une continuité, des savoirs qui sont en réalité discontinus. Il y a des zones qui ont été bien fouillées, d'autres pas, et il y a des espaces béants. J'espère que voilà, un atlas qui montre aussi les lacunes peut avoir ce rôle heuristique de la carte de Danville et conduire voilà, de nouvelles générations de chercheurs à combler les blancs de cette histoire-là. Oui. Merci. Vous avez présenté l'atlas que vous avez fait avec Monsieur Fauvel et l'intérêt peut-être d'avoir de l'archéologie aussi autour de l'Afrique et peut-être en tant que spécialiste et en tant qu'universitaire, spécialiste de l'Afrique, pardon, est-ce que vous avez des propositions, des préconisations pour réintégrer l'Afrique, par quel biais, dans les programmes scolaires? Alors, on a entendu le poids des discours, des présupposés qui déterminent complètement le regard des publics scolaires et du public général lorsqu'il est question d'Afrique. Moi, j'aurais tendance à plaider pour qu'on ne s'en tienne pas là, parce que c'est peut-être une première étape nécessaire à faire que de déconstruire ces discours, de déconstruire ces représentations. Mais si on s'en tient là, à nouveau, on ne parle que des porteurs de ces représentations, c'est-à-dire des Européens. Et moi, je commence à en avoir un petit peu assez des discours qui, au nom de dénoncer la colonisation dans tous ses aspects, s'en tiennent à ce regard et à cette mise en scène et cette réédition ad libitum des images et des discours sur l'autre. Je plaide donc pour que l'on s'intéresse vraiment aux sociétés africaines et, s'il s'agit de colonisation, à ce qu'elle est sur place, dans les sociétés coloniales, et pas seulement dans le discours des Européens sur l'Afrique. Voilà. Et puis, ce que je pourrais préconiser, si j'avais la possibilité, ça serait d'abord qu'on pense à l'histoire de l'Afrique sur la longue durée, c'est-à-dire qu'elle vienne un petit peu partout, dans toutes les périodes, et puis qu'on pense l'Afrique comme non pas fermée sur elle-même, mais comme vraiment connectée au reste du monde, et ça à toutes les périodes, et pas seulement quand les Européens arrivent sur les côtes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Isabelle Surin. Nous sommes ensemble pour penser collectivement la place de l'Afrique dans les programmes scolaires tels qu'ils sont. On a vu qu'il est possible de s'en saisir. On voit aussi, et merci à Martial, qu'il est important avant tout de poser une réflexion sur une épistémologie nouvelle, un rapport nouveau au vocabulaire. Vous l'avez dit aussi Isabelle, un rapport nouveau du regard que nous pouvons avoir sur l'Afrique et sur l'histoire en général. La tentation aussi, en quelque sorte, à vous écouter, qu'on a aussi de revenir à l'histoire et à la géographie quasiment systématiquement, avec cette dualité que nous avons commencé à discuter dans les programmes scolaires, en histoire et en géographie, sur faut-il plus d'universalité ou faut-il plus de récit national? C'est un petit peu la tension que nous avions signalée dans le cadre d'un atelier que nous avons eu juste avant sur cette question de l'enseignement de l'Afrique. Alors, on va peut-être justement essayer de changer le regard pour aller dans une réalité didactique, une mise en œuvre en classe de l'enseignement de l'Afrique qui nous sorte justement de l'histoire et de la géographie pour aller dans les mathématiques, puisque c'est un des objectifs de la saison Africa 2020, cette pluridisciplinarité et cette capacité qu'on peut avoir dans les établissements scolaires de produire de l'innovant. Et là, nous allons donc écouter pendant quelques minutes Russ Rieux, qui est donc professeur maths, physique, chimie donc en lycée professionnel au lycée Vassili Kandinsky de Neuilly-sur-Seine. Vous vous êtes emparé du jeu dans l'enseignement en classe de terminale, et donc pas en cycle 1 ou en cycle 2 ou en cycle 3, mais en terminale, et autour d'un jeu qui a été évoqué par Martial tout à l'heure, la Wallet.
Alors peut-être en quelques mots nous réexpliquer ou nous apprendre ce que c'est que la Wallé, nous expliquer ce que vous en avez, comment vous avez traduit son usage, son utilisation dans la fabrique de vos cours, et ensuite nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé autour de ces probabilités. Et je reviendrai vers vous pour une dernière question. D'accord. Bonjour. Alors, donc, la Wallé est un jeu de semi-distribution. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc, les adversaires sont donc face à face. Donc, toutes les graines sont distribuées. Donc, chaque adversaire a un certain nombre de graines. Et l'objectif, c'est de récupérer les graines de son adversaire. Donc, pour cela, alors pourquoi on dit justement semi-redistribution? Parce qu'en fait, donc, lorsque je prends, donc, on appelle les différentes parties du plateau des greniers. Donc, lorsque je prends toutes les graines de mon grenier, je dois du coup les redistribuer une à une, donc dans le grenier qui suit, donc en suivant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et lorsque j'arrive dans le dernier grenier, s'il se trouve chez mon adversaire et que je me retrouve au total avec un minimum de 3 graines, je peux du coup les récupérer. Alors, donc dans un premier temps, j'ai donc proposé à mes élèves une petite recherche documentaire, puisque alors certains d'entre eux connaissaient ce jeu, d'autres non. Donc, ils ont eu donc soit par le biais de sites internet ou de documents papier, donc ils ont pu prendre connaissance des règles du jeu. Et ils ont pu également tester le jeu pendant environ 10-15 minutes. Voilà. Et donc, à l'issue de ce premier test, la première question que je leur ai posée a été qu'avez-vous fait pour pouvoir gagner? Et donc, au fur et à mesure de leur explication, ils ont vu tout naturellement qu'ils ont développé une stratégie mathématique. Voilà. Et donc, déjà, cette première approche permet de faire comprendre aux élèves que même si on n'en a pas forcément conscience, mais dans certains cas, surtout dans le cas d'un jeu, on fait très très souvent, voire tout le temps, appel aux mathématiques. Et donc, une fois cette première phase de test, donc forcément, je leur propose de prendre connaissance des différents objectifs de la séance. Donc, alors la petite partie un peu moins plaisante pour les élèves, c'est la partie vocabulaire, bien sûr. Donc voilà. Et puis après, je leur permets du coup de maîtriser ce vocabulaire et les différentes formules associées en leur proposant différentes situations, donc toujours en lien avec le jeu à Wallé. Donc je leur propose... Merci. Voilà. Donc du coup, cette mise en situation, donc c'est une partie qui a déjà commencé. Et leur objectif, c'est de la gagner. Donc forcément, donc c'est une partie qui a déjà été jouée. Donc c'est un peu aussi pour leur montrer la différence entre la prévision et la réalité. Donc du coup, l'élève aura à tour de rôle, donc il sera soit dans le rôle du gagnant, soit dans le rôle du perdant. Bien sûr, il ne le saura pas. Et on pourra après comparer donc, la partie que les élèves ont jouée avec celle qui a été réalisée. Et ça permet du coup de réaliser très facilement un calcul sur la probabilité. Ma question elle est la suivante. Est-ce que, d'une part, vous avez fait justement une pré-information sur la Wallé, c'est-à-dire expliquer l'origine de ce jeu et de voir s'il est utilisé encore aujourd'hui, peut-être dans l'enseignement des mathématiques en Afrique. Et une seconde question, quel a été le prolongement de cette séquence, en quelque sorte, sur justement une projection vers l'Afrique, c'est-à-dire qu'est-ce que les élèves en ont retiré, et par exemple du fait qu'ils ont pris connaissance d'un jeu qu'ils ne connaissaient pas d'une part, ou alors que vous avez réussi à faire sortir la Wallé d'un objet qui aujourd'hui est surtout un objet, enfin en tout cas pour les Occidentaux, touristique, et qui, alors qu'il leur renvoie une profondeur intellectuelle ici importante.
Alors, je vais un peu m'écarter un peu avant de répondre à vos questions. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup d'élèves, notamment au lycée professionnel, les mathématiques sont une source d'angoisse. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire une approche un peu plus historique des mathématiques. Parce que du coup, lorsque l'élève comprend mieux une notion, il se l'approprie beaucoup mieux. Et c'est vrai que concernant la place de l'Afrique, donc en fait, lorsque j'ai fait cette séance, les élèves avaient déjà connaissance d'autres notions, d'autres jeux africains, et même ils avaient déjà cette culture. Comme a dit justement Monsieur Zebelinga, que l'Afrique est au cœur des mathématiques et parfois même à l'origine de certains concepts, dont justement l'analyse combinatoire. Donc du coup, les élèves, mes élèves sont habitués à ce petit côté historique et ils savent que dans les différents concepts mathématiques que nous allons aborder, il y aura toujours, à un moment ou un autre, on parlera toujours de l'Afrique. Donc du coup, alors parfois, il y en a certains qui commencent un peu à se renseigner. Parfois, ils me proposent aussi, ils me disent, tiens madame, je suis... alors ça n'a pas été le cas pour la Wallé, mais alors il y a ce qu'on appelle le jeu des osselets. Donc voilà, j'ai des élèves qui m'ont demandé est-ce qu'on pourrait faire une étude sur le jeu des osselets pour voir à quel concept mathématique ça fait appel. Et effectivement, utiliser cet objet de culture africaine pour les élèves, c'est alors pour ceux dont ça a été une découverte, c'est j'ai le sentiment du coup que ça change un peu leur regard qu'ils ont sur le continent africain. Notamment peut-être des Français d'origine africaine, voilà. Qui, par le biais justement de cette valorisation en quelque sorte de la Wallé ou d'autres jeux pour le coup, puisque ça compare, et de leur histoire, de cet approfondissement qui est à la fois scientifique et aussi historique, il y a en quelque sorte, là, puisqu'on parle de réalité de ce qu'est la profondeur de l'histoire africaine, et en quelque sorte on les réinstalle dans leur culture, et comme l'a dit Martial, en les réinstallant dans leur culture, on les réinstalle aussi dans l'universalité, et leur place aussi dans la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire la société française. Peut-être, puisque le temps passe, Naïl, faire un mot de conclusion pour l'ensemble. Alors, merci Madame Rieu. Alors, c'est vrai qu'on a voulu accompagner cette saison Africa 2020 de nombreuses ressources pédagogiques, à l'image de ce que vient de faire Madame Rieu sur les probabilités. Alors, on est parti d'abord sur un recensement. D'ailleurs, le bureau des programmes nous a bien aidés sur le recensement de l'existant, parce qu'on ne va pas jeter la pierre sur tout ce qu'il s'est fait. Il y avait des initiatives très intéressantes dans les classes, et on a essayé d'en recenser un maximum qu'on a mis sur le site EduSchool Africa 2020, et on peut avoir des fiches séquences dans différentes disciplines. Et pour combler un peu les blancs des programmes sur l'Afrique, on a demandé à des formateurs ou des enseignants comme Madame Rieu de réaliser des fiches pédagogiques dans des disciplines pour sortir un petit peu de l'histoire-géographie dans toutes les disciplines. Alors, pour exemple, en EPS, on a pris des formateurs EPS qui nous ont fait des fiches séquences sur la lutte. Donc, c'est les jeux d'opposition, et ils sont partis de l'étude de cas de la lutte sénégalaise, qui est aujourd'hui le sport national au Sénégal, qui dépasse le football de loin. Et donc, les élèves de cycle 1 et de cycle 3 de mémoire sont amenés à faire des séances de jeux d'opposition à travers la lutte sénégalaise, et donc découvrir encore une part du continent africain. On a la même chose pour l'éducation musicale, où on a des enseignants qui nous ont fait des fiches de la musique nigériane, qui est actuellement très à la mode, en partant de Fela Kuti, l'afrobeat, jusqu'à Burna Boy, qui est aujourd'hui une star planétaire. Et c'est des fiches qui vont pouvoir être utilisées par les enseignants pour agrémenter leurs cours. Encore une fois, il n'est pas question de changer les programmes. On en parlait tout à l'heure, on fait des préconisations, on réfléchit, etc. On est dans la réflexion, mais on n'est pas là pour changer les programmes, mais pour les accompagner,
pour les illustrer d'études de cas et d'exemples qui viennent du continent africain. On a aussi réalisé, donc on parlait du réseau Canopé, qui a réalisé le quiz qui est derrière vous, que je vous invite à tester sur votre smartphone dès que vous avez le temps. Donc c'est un quiz pour donc il y a les primaires, collèges et lycées, donc il y a à peu près 200 questions, c'est par vague de 10. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours depuis le mois de septembre parce que les enseignants l'utilisent, donc ça peut être en devoir à la maison ou en classe avec le numérique. Et ça permet d'avoir une séance découverte sur l'Afrique et de déconstruire quelques préjugés. Mais c'est vraiment des questions qui ne sont pas qu'en histoire. Il y a plusieurs thématiques, des prix Nobel, etc. Sur l'Afrique. Et enfin, peut-être pour vous dire qu'à chaque fois, on a deux volets. On a un volet qui est vers les élèves et on a un volet qui est vers les enseignants. Donc aujourd'hui, on plante les jalons d'une première réflexion sur la formation des enseignants et des enseignantes, parce que ça va être aussi comme ça qu'on va pouvoir toucher encore plus les élèves. Ça va être accompagné toute l'année Africa 2020 de plusieurs étapes pédagogiques, avec peut-être un point d'orgue, avec un plan national de formation en avril, qui s'appellera Enseigner l'Afrique, et en rendu en finale en fin juillet ou début août, un ouvrage, donc certainement chez Canopé encore, qui devrait s'appeler Enseigner l'Afrique ou Enseigner les Afriques, on est en pleine réflexion, et qui fera justement l'agrégat de toutes les initiatives pédagogiques remarquables et innovantes qui ont été faites dans la saison Africa 2020, et qui, de par ailleurs, proposera des pistes prospectives pour la réflexion et la place de l'Afrique dans les programmes scolaires. Donc ce premier aspect de la formation des enseignants qui pour nous est essentiel va se nourrir aussi, cet Enseigner l'Afrique que nous voudrions sortir à la fin de la saison, sera nourri aussi de l'investissement des équipes pédagogiques, puisque aujourd'hui 274 projets ont été labellisés Africa 2020 par la DREIC et l'ensemble du ministère, et la saison Africa 2020, c'est 274 projets qui sont le haut de l'iceberg d'une mobilisation dans tous les territoires, toutes les académies. On a eu l'occasion de faire un atelier juste avant pour montrer la richesse, décortiquer, réfléchir, discuter des projets de l'Académie d'Orléans-Tours, par exemple. Ces 274 projets viennent d'écoles primaires, viennent de circonscriptions vers des interacadémiques, des collèges, des lycées professionnels, sur des thématiques extrêmement riches. On a parlé des mathématiques, plus généralement des sciences, le développement durable, les questions qui se posent à l'Afrique autour du développement durable et qui sont partagées en France ont été pris à bras-le-corps par des classes françaises et des classes africaines en co-construction. L'inscription de ces projets dans les parcours citoyenneté, la découverte de l'autre, la découverte des espaces proches, c'est-à-dire en France et en Afrique, partagés par les élèves, mais également l'inscription dans le parcours d'enseignement artistique et culturel avec la production de riches objets, installations, œuvres musicales ou littéraires par les élèves, toujours en co-construction avec des artistes de la diaspora africaine ou de l'Afrique. Donc cet Enseigner l'Afrique que nous souhaitons vraiment sortir des entrailles de cette saison Africa 2020, qui, vous l'avez compris, n'est pas seulement un événement, mais quelque chose qui doit nous aider à une réflexion pérenne sur l'Afrique, pour nous, est importante. Et on remercie évidemment l'ensemble des enseignants. Vous pourrez aller sur le site Eduscol, regardez les pages Africa 2020, le site de la saison Africa 2020. On vous a laissé quelques documentations, vous pouvez retrouver tout cela évidemment. Et peut-être un mot de conclusion par l'ensemble de nos participants, peut-être une ou deux questions à la fin. Alors on va peut-être commencer par Monsieur Chastan. Jérôme. Oui, alors rapidement, toujours du point de vue des programmes, pour reprendre un petit peu, je pense que l'enjeu, en termes de formation notamment, c'est d'essayer de construire des choses et de fournir aux enseignants des éléments sur les aspects historiographiques les plus récents. On parlait des dynamiques des sociétés coloniales, on parlait sur, par exemple, je prends le thème de l'esclavage à travers le système portugais au XVIe siècle, de mettre en avant le royaume du Congo, par exemple, comme un État véritable. Là, il y aurait des choses à faire qui pourraient justement permettre de traiter des questions qui sont dans le programme avec un regard renouvelé. Je pense que là, il y a un véritable enjeu de formation, parce qu'après, sur les questions en elles-mêmes, c'est vrai qu'on se heurte toujours à ce que vous avez souligné sur le temps imparti, sur les pressions. L'histoire est très sensible politiquement, donc à chaque fois qu'on change une question, c'est toujours très, très débattu. C'est peut-être pour ça aussi qu'en géographie, notamment, on a un peu plus de souplesse, parce que la géographie est moins scrutée que l'histoire à ce niveau-là. Mais là, pour le coup,
il y a un vrai enjeu de formation dont on peut se saisir sur justement les questions qui sont posées, qui permettent d'intégrer les nouveautés historiographiques pour changer le regard sur l'Afrique. Alors on a peut-être peu insisté, mais il y a aussi des dispositifs qui dépassent le disciplinaire. Il y a à l'école primaire, comme au collège et au lycée, des espaces pédagogiques qui peuvent être investis. On a parlé tout à l'heure de l'aide personnalisée ou des IDD au collège qui permettent de mettre en œuvre des projets qui soient pluridisciplinaires et qui sortent du disciplinaire. Ensuite, peut-être, Martial. J'aurais, je dirais, peut-être deux mots. Le premier, c'est que j'ai la conviction que l'histoire des peuples dits dominés ou ex-colonisés a le potentiel, a un énorme potentiel pour humaniser le monde dans son ensemble. Mais en même temps, enseigner cette histoire représente aussi un défi pour l'enseignant. D'abord parce qu'il peut y être question de ses propres valeurs, du récit auquel il est habitué, de son pays, de la culture à laquelle il appartient. Et c'est aussi une question d'éthique personnelle et dans la façon dont on voit l'autre et dans la façon dont on se voit. Donc ça peut être également une épreuve, mais je pense que c'est une épreuve à relever. Et c'est une épreuve qui se relèverait aussi, à mon sens, en faisant un exercice assez compliqué finalement, qui consisterait à faire parler les silences. C'est-à-dire se poser la question par exemple concernant l'Afrique, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on ne parle pas de quoi? Eh bien, en faisant cet exercice-là, je pense qu'on découvre d'autres aspects de l'Afrique, mais également d'autres aspects de l'Europe, d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Donc je pense que c'est une belle bataille à mener, c'est une belle aventure. Je remercie donc tous ceux qui organisent cette saison, avec vraiment, j'avoue, moi, avec un professionnalisme et une attention à laquelle je ne m'attendais pas. Donc je leur fais vraiment mes franches félicitations. Je sais que enseigner l'histoire de l'Afrique, c'est aussi aller sur un spectre d'activités. Par exemple, à l'histoire générale de l'Afrique, on a les contenus, on va vers du pédagogique, on travaille à produire un atlas, on travaille avec des radios, RFI, BBC, on travaille sur tout ce qui est éducation donc informelle, non formelle, et on s'intéresse aussi à tout ce qui est paralittérature. Et je crois que tout ça aussi, ce sont les outils qui sont de plus en plus mis à la disposition des enseignants et qui peuvent produire justement ce nouveau regard dont on parle. Merci, Monsieur Zebelinga. Vous avez dit ce dont on ne parle pas, et ça me fait écho à une conférence d'hier sur les cinémas africains, où il a été question des cinémas africains pendant 1h30. Et la dernière diapositive par le conférencier Monsieur Fall, c'était les 36 pays qui n'avaient pas été évoqués pendant 1h30. Donc pour montrer la grande diversité de l'Afrique et de ses 54 États. Madame Surin. Oui, alors moi je vais agir aussi en historienne et spécialiste plus spécifiquement de la période coloniale. Dans l'histoire de l'Afrique et dans l'historiographie sur un certain nombre de décennies de l'Afrique, il y a eu des grandes évolutions. Les professeurs que j'ai eus à la Sorbonne ont été plutôt des héritiers de la période qu'évoquait tout à l'heure Martial Zebelinga, de la période des indépendances, moment où, de façon militante et vraiment très volontariste, africains et universitaires européens ou des pays du Nord, disons, cherchaient à travailler ensemble pour restituer une historicité au continent africain qui en avait été privé par ces discours coloniaux. Mais alors, curieusement, il en résultait une représentation de la période coloniale assez hésitante, où cette période avait pu être définie même comme une simple parenthèse dans l'histoire du continent. On peut en discuter, et c'est une vision aussi intéressante, mais ça explique par exemple pourquoi dans l'enseignement de l'histoire de l'Afrique à la Sorbonne, il n'était pas question de colonisation,
l'histoire de la colonisation était jugée suspecte, car européenne finalement. Elle était jugée pas une vraie histoire de l'Afrique des Africains. Et il reste des dissensus entre ceux qui s'appellent les africanistes, qui vont être attachés à produire une histoire africaine des Africains, avec tout un investissement linguistique, des recherches de terrain, des enquêtes orales, etc. Et puis ceux qui travaillent sur la colonisation, qui seraient taxés d'être finalement des européanistes déguisés, même si en fait les savoirs sur l'histoire de la colonisation ont beaucoup évolué et permettent de faire des passerelles entre les deux manières de faire de l'histoire et faire une histoire plus connectée du continent, à condition, encore une fois, de ne pas s'en tenir au discours. Et je crois que pour finalement chasser ces préjugés, le mieux, c'est peut-être de les remplacer par d'autres savoirs plutôt que de revenir éternellement sur ces préjugés. L'expérience pédagogique que j'en ai, moi, c'est plus on parle de ces discours, plus c'est ces discours qui s'impriment dans les têtes de nos étudiants ou élèves et pas les autres savoirs qu'on voudrait leur voir acquérir à la place. Merci beaucoup. Peut-être le dernier mot à une didacticienne. Enfin, on est tous enseignants ici, mais on a eu ce beau témoignage de Ruth Rieux sur, finalement, peut-être pas partir du discours pour ensuite descendre, mais partir de la réalité du terrain, d'un cours, d'un constat, d'un objectif, d'une problématique, pour réinstaller du savoir, comme vous venez de le dire. Alors peut-être le mot de la fin à vous qui êtes enseignante en lycée professionnel. Oui, moi, ça va se résumer en une phrase. Donc, je vous invite à enseigner l'Afrique, car son histoire et sa culture vous apporteront de nombreuses richesses qui contribueront à enrichir le savoir de vos élèves. Merci beaucoup. Belle phrase de fin. Et merci pour votre attention, puisque l'heure nous tient. Merci beaucoup.